30 jours d'un cessez-le-feu. J'évoquais justement avec Henri Atangana si cela annonçait un accord de paix qui devait être signé à l'horizon, mais quand on l'écoute, il évoque le fait justement que c'est comme si l'Ukraine voulait prendre du souffle, même si on n'y est pas encore allé. Mais derrière, justement, ce cessez-le-feu, il y a que les États-Unis en retour ont remis à jour l'aide militaire qui avait été suspendue, même s'il y a d'autres accords, par exemple les accords stratégiques sur les minerais. Est-ce qu'on peut souligner que c'est un cessez-le-feu qui tend vers une conclusion à la paix, ou tout simplement c'est un cessez-le-feu pour que réellement l'Ukraine et Volodymyr Zelensky puissent justement souffler? Écoutez, deux choses. La première, 90% des minéraux dont les Américains parlent et que visaient les Français et les Anglais se trouvent dans les parties ou dans la partie de l'Ukraine contrôlée par la Russie désormais, et dans laquelle se sont formées des républiques autonomes qui se sont constituées par référendum, qui sont liées, unies à la Russie par référendum. Donc, ils n'ont plus de moyens de négociation. Deuxième chose, pourquoi 30 jours? Mais vous vous souvenez de Maïdan en 2014? Il y a eu Maïdan 1, Maïdan 2. Pourquoi est-ce que les Russes leur feraient confiance cette fois-ci? Puisqu'ils n'ont respecté aucun accord, ils n'ont rien respecté. Et il y a des journalistes russes qui laissent penser que si Macron avait lu ces accords, il gesticulerait moins. Donc, il n'y a aucune raison d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Pour quelle raison on accepterait un cessez-le-feu de 30 jours? Les Américains soutiennent cette demande d'un cessez-le-feu de 30 jours parce que ça leur permet d'avoir des positions de négociation beaucoup plus solides. C'est très malaisé de négocier en position de faiblesse. Et les Ukrainiens, qui avaient pu conquérir, à peu près occuper 1000 km² de territoire russe dans la région de Koursk, en sont pratiquement expulsés. Et donc, les stratèges américains disent, mais si l'armée ukrainienne est totalement expulsée du territoire russe, alors quels sont les éléments solides sur la base desquels on pourra négocier? Il y a dans la tradition européenne un principe: le vainqueur de la guerre prend tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce conflit, les Russes tiennent absolument, je crois que les Ukrainiens tiennent encore sur quelques dizaines de kilomètres carrés, les Russes tiennent absolument à les sortir de leur territoire. Et dès que les Russes auront réussi cela, et je crois que ça va se faire très rapidement d'ici quelques temps, dès que les Russes auront réussi cela, les termes de la discussion seront des termes, c'est-à-dire que des termes dictés par les Russes. Et les Américains ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas du tout que les Russes, qui ne veulent pas se retrouver contraints de regarder les Russes mener les débats. Et au fond, la communication que tente de renverser Zelensky, il n'y arrive pas. Même ou Marc Rubio, il n'y arrive pas parce que la façon dont les Russes leur répondent donne le sentiment que soit ils ne maîtrisent pas la situation, soit ils sont désespérés. Et le reste du monde les regarde en disant « Ah oui, les Américains sont désespérés. » Parce que vous avez vu la fougue, ils sont arrivés, ils ont demandé à M. Zelensky d'arrêter, ça va continuer. Là, non, tout d'un coup, ils rétablissent leur aide militaire. Mais vous rétablissez l'aide militaire pour quoi faire? Pour aller attaquer les Russes. Or, et vous demandez une trêve. Mais la trêve, le cessez-le-feu de 30 jours, ça rappelle Maïdan. Vous allez réarmer, et François Hollande avait été clair là-dessus, c'était pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Après les 2 défaites que leur armée avait subies dans les zones occupées, les zones dans lesquelles se trouvaient à l'époque les séparatistes. Et donc là, ils veulent se réarmer en 30 jours et revenir donc un peu plus fort pour pouvoir, si vous voulez, aller aux négociations dans une position de moindre faiblesse, parce qu'ils seront toujours faibles en réalité. Et là, les Américains vont tirer parti de toutes les leçons apprises sur le terrain. Les Russes mènent la danse, mais ils ont aussi leurs faiblesses. Donc, toutes les leçons apprises sur le terrain, on va essayer de les
d'y répondre et de les exploiter et de répondre donc aux défis réels sur le terrain. La difficulté, c'est que pourquoi les Russes laisseraient les gens exploiter, laisseraient un tel avantage à ceux qui sont en face d'eux. Donc, ce cessez-le-feu, les Russes leur opposent toujours l'accord qui avait été obtenu dès 1 mois après le début du conflit, mais ce sont eux-mêmes qui ont assassiné le négociateur en chef. Et Boris Johnson, sur ordre de Washington, est allé à Kiev demander à M. Zelensky de ne pas signer cet accord. Et les Français et je crois les Anglais et les Allemands avaient donné des garanties à la Russie, qui avait pratiquement occupé Kiev, puisque c'était dans les faubourgs de Kiev, de laisser et qu'ils allaient arranger la situation. Et dès que les Russes sont partis, ils ont relancé le conflit. Donc, je crois que il est évident pour les Russes que ça, c'est comme on appelle dans ce domaine, c'est du pipi de chat, donc ils ne vont pas en boire, et que la position du Kremlin est certainement la position est une position inflexible. Mais d'un point de vue global, du point de vue de ceux qui sont extérieurs au conflit comme nous, mais la position du Kremlin est la position la plus structurée. Elle est la position pour une fin définitive du conflit, pour une paix globale et pérenne. Elle est une position qui demande que les Russes et les Ukrainiens, finalement, cessent de se battre, mais également que les Américains et les Européens puissent, avec eux, trouver un terrain d'entente qui permette de détendre, qui permet une détente durable. Si les Européens en sont à faire des propositions farfelues, comme par exemple, oui, l'Ukraine pourra entrer dans l'Union européenne, mais seulement en 2030, ils n'essaieront plus d'entrer dans l'OTAN, on va faire tout. C'est farfelu. Les Russes ne sont pas prêts à écouter ce genre de sornettes. Parce que pour les Russes, soit on fait une paix définitive, soit on n'en fait pas. Et dans ce cas, si on n'en fait pas, ben on continue la guerre. Et Trump, qui avait bien compris le risque, le danger que cela représente, à savoir que si on n'a pas un cessez-le-feu définitif, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est quoi? Ce qui risque de se passer, c'est que la Russie sera obligée de conquérir totalement l'Ukraine. La Russie va être obligée d'envahir l'Ukraine parce que ce sera la seule manière de mettre définitivement fin à ce conflit. Les Occidentaux n'ont pas envie, devant le reste du monde, de présenter le visage de cette défaite-là, qui est pratiquement actée, mais qui pourrait être encore plus grave. Et de l'autre côté, le peuple ukrainien, je ne suis pas sûr qu'il a besoin de ça. Aujourd'hui, on suppose que 20 à 30%, peut-être 40% de la population ukrainienne a fui le pays, qu'il y a eu plus d'1 million de morts du côté ukrainien, que les infrastructures industrielles sont pratiquement détruites et que les infrastructures de transport sont pratiquement détruites, tout ce qui est électricité et télécommunications. Est-ce que c'est ça, vraiment, que l'Ukraine, le président ukrainien veut pour son peuple? Le drame, c'est qu'il est en otage et il ne peut pas réagir. Donc, ce cessez-le-feu, c'est un peu farfelu. Et c'est une tentative, certes, de reprendre la main sur le narratif et sur la communication autour de ce conflit, mais je crois que ça a échoué et qu'aujourd'hui, la Russie, de par sa fermeté, montre la voie dans ce genre de situation et montre qu'il faut savoir aller vers des solutions qui ont une valeur morale, vers des solutions qui sont éthiques, vers des solutions qui sont des solutions du bien et pas avoir des solutions, si vous voulez, qui sont en réalité de la sournoiserie, de l'hypocrisie et des solutions qui peuvent que le mal va perdurer. Et je crois que le choix du reste du monde est bien fait. Nous voulons du bien pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe et pour le reste de l'humanité.